Public Sénat. Il y a 4 ans, il incarnait à lui seul le rêve américain. Premier afro-américain à être élu à la Maison-Blanche, Barack Obama devait être le leader d'une Amérique post-raciale. Mais s'il a réussi à instaurer une assurance maladie pour tous ou à éliminer Ben Laden, Obama n'a pas mis au pas à Wall Street ni fait avancer la paix au Proche-Orient. Alors, le bilan de Barack Obama va-t-il le servir pour cette nouvelle campagne? À quelques jours de l'élection présidentielle américaine, Public Sénat vous propose de revivre cette campagne et de voir des extraits des 3 débats qui ont opposé les 2 principaux candidats, donc le président sortant Barack Obama et le républicain Mitt Romney. Et avec nous en plateau pour refaire ensemble cette campagne américaine, à ma gauche, Daniel Vernet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, ancien directeur de la rédaction du Monde et spécialiste des relations internationales. Vous venez de publier aux éditions Grasset avec Alain Frachon La Chine contre l'Amérique, le duel du siècle. On va évidemment y revenir lors de ce débat. François Durper, historien, spécialiste des États-Unis, bonjour. Bonjour. Auteur en 2008 de l'Amérique de Barack Obama, et puis cette année des États-Unis pour les nuls, donc accessible pour tous. Et puis en face de vous, Soufiane Al-Sabag, vous êtes écrivain, spécialiste du Parti républicain. Vous nous présentez 2 livres. D'abord l'Amérique de Mitt Romney, ça c'est aux éditions Demopolis. Et puis vous êtes également l'auteur de la nouvelle droite américaine, c'est la radicalisation du Parti républicain. Alors un premier tour de table déjà peut-être pour commencer. À quelques jours du scrutin, l'élection reste très ouverte. François Durper. Elle est ouverte, elle est très indécise. Et pour quelle raison? Pour vous? Oui, enfin, c'est vrai que dans les 30 dernières années, on n'a pas connu d'élection aussi ouverte et indécise à quelques heures du scrutin. Et si elle est indécise, c'est pour une raison simple. Vous l'avez souligné, il y a 4 ans, on avait une campagne extrêmement enthousiaste avec des gens qui avaient un degré, ce que les Américains appellent intensity, un degré d'intensité pour aller voter. Ils voulaient aller voter, ils avaient envie d'aller voter, puis surtout pour Barack Obama. Là, pas beaucoup d'enthousiasme, ni d'un côté, ni de l'autre. Difficulté pour Barack Obama à défendre son bilan. Difficulté pour Mitt Romney à incarner le changement. Oui, Daniel Vernet. La difficulté vient aussi du fait, je crois qu'il faut le rappeler tout le temps, c'est que le président des États-Unis n'est pas élu au suffrage universel direct, que l'élection se joue dans certains États et que quelques voix ou quelques dizaines de voix dans un État peuvent faire basculer l'ensemble de l'élection. Alors on l'a vu en 2000 entre George W. Bush et Al Gore en Floride, où les comptages et recomptages ont duré des semaines et où c'est finalement la Cour suprême qui a désigné le vainqueur, qui a tranché. Je ne suis pas sûr que ça se passe de la même façon cette année, mais effectivement, il y a vraiment une course au coude à coude, et on pourrait très bien avoir ce phénomène qui s'est déjà produit dans l'histoire des États-Unis, c'est que le président soit élu avec pour lui une majorité évidemment de grands électeurs du collège électoral, mais une minorité de votes populaires. Pourtant, au mois de septembre, Barack Obama avait presque 10 points d'avance sur son rival. Ouais, je pense que comment vous expliquez? C'était l'effet, je crois, d'une convention très réussie, avec notamment le discours de Bill Clinton qui a été très bien reçu. Et dans le même temps, la convention républicaine n'était pas si réussie que ça, et Mitt Romney accumulait les gaffes. Donc on avait un écart qui s'est creusé comme ça dans les sondages, mais tout a été rééquilibré d'un coup d'un seul lors du premier débat présidentiel qui a eu lieu à Denver, qui portait sur l'économie, lors duquel Mitt Romney s'est montré très agressif et le président un peu endormi, un peu absent. Alors justement, on va enchaîner avec le premier extrait de cette émission, un extrait évidemment de ce premier débat, totalement raté, on peut dire, pour Obama, qui est apparu éteint, passif, ni offensif, ni même défensif. Je vous propose de regarder, on commente après. Let me repeat what I said. Sorry. I'm not in favor of a $5 trillion tax cut. That's not my plan. My plan is not to put in place any tax cut that will add to the deficit. That's point one. So you may keep referring to it as a $5 trillion tax cut, but that's not my plan. Okay. Number two, let's look at history. My plan is not like anything that's been tried before. My plan is to bring down rates, but also bring down deductions and exemptions and credits at the same time, so the revenue stays in,
but that we bring down rates to get more people working. My priority is putting people back to work in America. They're suffering in this country. And we talk about evidence. Look at the evidence of the last 4 years. It's absolutely extraordinary. We've got 23 million people out of work or stopped looking for work in this country. Right. We've got, when the president took office, 32 million people on food stamps, 47 million on food stamps today. Economic growth this year, slower than last year, and last year slower than the year before. Going forward with the status quo is not going to cut it for the American people who are struggling today. François Durper, qu'est-ce qui est arrivé à Barack Obama pendant ce premier débat? On le voit au hocher de la tête, approuvé, presque, alors, Mitt Romney. Les débats télévisés américains sont bien réglés, c'est-à-dire qu'il y a 1 minute pour l'un, 1 minute pour l'autre, et il ne faut pas se couper la parole. Sauf que là, contrairement à la France où on se coupe tout le temps la parole, mais là, Mitt Romney, lui, il n'a pas hésité à couper la parole à Barack Obama quand lui parlait, quand l'erreur, le modérateur essayait bien de modérer son débat, il coupait la parole aussi, Mitt Romney, mais il y avait un mélange d'agressivité sur la forme et de modération sur le fond. C'était plus le Mitt Romney qui sortait des primaires très à droite, c'était le Mitt Romney beaucoup plus centriste, celui qu'on a connu. Offensif pendant ce débat. Exactement. Alors Barack Obama, lui, depuis, on a dit Barack Obama, il était somnolent. D'ailleurs, c'est lui d'ailleurs qui... lui-même en plaisantant. Exactement. Il a dit, j'étais très reposé après le débat parce que j'ai pris ça pour une sieste. Et il a dit aussi, finalement, les Américains, ils ont plus suivi le deuxième débat, moi y compris. Bon, voilà, il a fait ça. Mais en même temps, c'est pas qu'une question de fatigue, c'est une question de stratégie. La stratégie était mauvaise. La stratégie, ça consistait à se mettre dans la posture du président. C'est-à-dire un peu en retrait, en laissant venir l'autre et en espérant des gaffes. Soufiane l'a dit, 10 points d'avance. Donc on a essayé de gérer l'avance. Eh bien, gérer l'avance, on s'est planté. C'est Mitt Romney qui est revenu dans la course. Et c'est ce premier débat qui a permis effectivement à Mitt Romney de véritablement revenir dans la course présidentielle? Oui, complètement. Je crois que Mitt Romney a été apparu très concerné par le sort des Américains dans ce premier débat, et c'est pas du tout une image qu'on lui connaissait. On connaissait de Mitt Romney le gaffeur, celui qui n'en a rien à faire de 47% du peuple américain. Et là, on a vu qu'il a mis beaucoup de cœur à l'ouvrage et il s'est montré beaucoup plus motivé que Barack Obama, à mon sens, pour défendre les Américains dans ce débat. Ça s'est vu et ça explique sa remontée soudaine dans les jours qui ont suivi. On pourrait même dire que ce débat pourrait coûter sa victoire à Barack Obama? C'est possible. En tout cas, ce débat a déclenché une dynamique en faveur de Mitt Romney. Peut-être cette dynamique a-t-elle été brisée ces derniers jours. Peut-être on y reviendra à cause de la tempête et de la manière dont Obama a géré cette tempête, et dans la mesure où il s'est montré comme vraiment un chef d'État conscient de ses responsabilités. Mais c'est vrai que ce débat a déclenché une dynamique et que d'une certaine manière, il a permis de répondre à une question que tout le monde se posait, c'est qui est Romney exactement? Est-ce que c'est l'homme un peu ultra-conservateur qui était apparu pendant les primaires, ou bien le gouverneur plutôt libéral qu'il avait été du Massachusetts, oui, etc. Il a un peu recentré et là, il a recentré sa position, et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles Obama a été pris d'une certaine manière à contre-pied. Alors après la sieste d'Obama, justement, on va voir maintenant son réveil lors du second débat. Il attaque Mitt Romney sur son absence de programme, selon lui. On regarde. Governor Romney says he's got a 5-point plan. Governor Romney doesn't have a 5-point plan, he has a 1-point plan. And that plan is to make sure that folks at the top play by a different set of rules. That's been his philosophy in the private sector, that's been his philosophy as governor, that's been his philosophy as a presidential candidate. You can make a lot of money and pay lower tax rates than somebody who makes a lot less. You can ship jobs overseas and get tax breaks for it. You can invest in a company, bankrupt it, lay off the workers, strip away their pensions, and you still make money. That's exactly the philosophy that we've seen in place for the last decade. That's what's been squeezing middle-class families. And we have fought back for 4 years to get out of that mess. The last thing we need to do is to go back to the very same policies that got us there. Voilà, et là c'est aussi un Barack Obama qui recentre lui-même son discours vers les... Ce qu'on voit dans les images, c'est qu'on est dans une forme déjà complètement différente du premier. On n'est pas dans un débat classique, assis. Voilà, on est dans ce qu'on appelle aux États-Unis le Town Hall Meeting, c'est-à-dire que c'est des questions-réponses de citoyens américains. De citoyens américains, des indécis, 80 citoyens américains. Et donc là, si vous voulez, ça consiste, il faut se lever pour aller répondre à sa question.
quand l'autre candidat reste assis. Et ce qui se passait, c'était vraiment un jeu physique. Barack Obama se levait même parfois avant que Mitt Romney ait terminé pour se mettre à côté de lui dans un jeu presque physique. Ils étaient parfois à 1 mètre l'un de l'autre. On va le La voir dans presse un extrait. américaine Ouais, a dans un dit extrait suivant. Holyfield-Tyson. Elle a comparé ça à un match de boxe avec un Obama beaucoup plus agressif et qui avait pour exercice, là aussi c'était préparé, d'attaquer Romney surtout. Romney, c'est le flip-flopper, celui qui change toujours d'avis. C'est l'affairiste. Celui qui a fait fortune de manière, voilà, que on ne connaît pas sa fiche d'impôt. C'est-à-dire qu'il avait tout un ensemble de critiques, appris évidemment par cœur, comme d'ailleurs Mitt Romney l'avait fait lors du premier débat. Et ça a permis au final pas de renverser la tendance, parce que le premier débat, c'était 5-0 pour Mitt Romney. Mais Le mal était fait. voilà, le mal était fait, mais de revenir un peu dans la course et d'enrayer un petit peu la dynamique Romney. Daniel Vernet. Oui, on voit très bien dans cet extrait aussi que Barack Obama a essayé de remettre Mitt Romney du côté des conservateurs, du côté des riches, du côté non pas le candidat des classes moyennes qu'il voulait être ou qu'il prétendait être. Et d'une certaine manière, ça a bien réussi pour Obama. Ça lui a permis de se remettre une dans orientation le... effectivement de sa stratégie ces dernières semaines en faveur des classes les moins favorisées aux États-Unis. Oui, je pense qu'il a effectivement intérêt à le faire pour mobiliser les électeurs qui avaient voté pour lui en 2008 et qui se détournaient un peu de sa candidature parce qu'ils s'étaient déçus et qu'ils ne votaient pas pour Romney sans doute, mais ils seraient restés chez eux, ce qui était aussi un point négatif. Et notamment parce que le bilan économique d'Obama a déçu. Oui, il a déçu, et puis je crois que mathématiquement, les démocrates savent très bien que leur base électorale est beaucoup plus large que celle des républicains, et le seul problème, c'est qu'il faut la mobiliser, cette base. Et ce premier débat était complètement raté, parce que les minorités, les femmes, etc., qui avaient voté pour Obama, se sont pas sentis défendus. Lors du deuxième débat, Obama met la barre vraiment à gauche. Là, on a vu des attaques vraiment personnelles très fortes, pour dire à sa base, si jamais vous vous mobilisez pas, vous laissez ce type-là rentrer à la Maison Blanche. Donc c'est un vrai appel du pied à la base du Parti démocrate. Et l'emploi, ça reste le thème dominant de cette campagne, selon vous, François Père? Oui, l'emploi, et ce que vient de dire Soufiane est très juste. Il peut pas gagner comme Obama 2008. C'est Obama sur l'espoir, 2012. le changement. D'une part, sur l'espoir, le changement, il a à défendre cette fini. fois un bilan, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis deux, sur le Obama qui est au-dessus de la mêlée, celui qui rassemble les Américains, celui qui dit c'est pas la droite, c'est pas la gauche, c'est que les États-Unis d'Amérique. Là, il doit diviser pour rassembler son camp, le camp progressiste. Soufiane a dit les minorités, les femmes, ceux qui sont progressés, les hispaniques, ce qu'on appelle aux États-Unis les libéraux, c'est-à-dire les progressistes. Donc c'est une stratégie radicalement différente, et il s'est écarté de cette stratégie lors du premier débat, et c'est pour ça qu'il l'a raté, et il s'est rapproché de cette stratégie lors du deuxième débat sur le thème de l'emploi, notamment, et en disant Mitt Romney est un menteur, il nous dit que c'est le candidat des classes moyennes, non, c'est le candidat des riches. Et quel candidat sort le plus crédible pour créer des emplois aux États-Unis? Finalement, c'est ce qui intéresse les Américains. À votre avis, Daniel? C'est une question très difficile. C'est une question très difficile. Américains quand faut poser la question. Bon, le bilan d'Obama, le bilan économique n'est pas aussi mauvais qu'on peut le penser. Bon, le taux de chômage a légèrement diminué. Il a sauvé aussi, par exemple, l'industrie automobile, que Romney, dans une de ses déclarations au début des primaires, disait qu'il avait enterré, il fallait laisser faire faillite, etc. Donc, c'est pas aussi mauvais que ça. Quant au programme de Romney, le programme économique, on le connaît pas tellement. Dans le premier extrait, on a vu qu'il proposait des taux d'intérêt bas, mais les taux d'intérêt aux États-Unis sont historiquement bas. Je vois pas comment il pourrait les baisser encore plus. Bref, là aussi, il y a beaucoup de questions qui seraient à poser. Donc, il est extrêmement difficile de répondre, mais il est clair que l'enjeu, c'est vraiment l'économie, c'est le chômage, ce sont les emplois. Ça, avec des chiffres du chômage qui vont être publiés vendredi, donc au dernier moment de la campagne, et ça va jouer. Oui, ce qui est très important de souligner, c'est que quand on prend la carte des swing states, les États où vont se jouer vraiment les choses, eh bien, ce sont des États où le chômage est plus bas que la moyenne nationale. Exemple, l'Ohio, on parle de l'Ohio tous les jours, et Obama est devant dans l'Ohio, et c'est peut-être ce qui va le faire gagner. Dans l'Ohio, c'est 7%. 7%, c'est moins 7,8% pour la moyenne nationale. Exactement. Sofiane, vous vouliez rajouter quelque chose sur l'emploi?
Non, absolument. Je pense que pour parler plus spécifiquement de Mitt Romney, on voit que c'est quelqu'un qui a misé sa candidature sur sa personnalité, son CV de spécialiste des retournements de situation. Lorsqu'il était à Bain Capital, les choses allaient très mal, il a retourné la situation, ça allait mieux. Lorsqu'il a pris en main les Jeux Olympiques de Salt Lake City à la fin des années 90, c'était un désastre, il a redressé la situation. Le budget de son État du Massachusetts était dans le rouge total lorsqu'il est arrivé en 2003. Il a redressé la situation. Et aujourd'hui, son argument principal auprès des Américains, c'est de dire « Élisez-moi et je serai le PDG de l'Amérique. Je vais retourner la situation en Amérique, remettre les comptes à l'équilibre et relancer l'économie. » Mais il a affiché aussi certaines contradictions, un peu plus libéral au départ, plus conservateur pendant les primaires républicaines. Ça, est-ce que ça brouille pas un peu son image auprès des Américains ? Certes, mais je crois que c'est lié plus largement à l'image du Parti républicain. Et là, c'est peut-être le plus gros défaut de sa candidature, c'est que Mitt Romney est un modéré, tant sur les valeurs sociales que peut-être sur l'économie, mais il a face à lui un parti républicain qui ne cesse de se radicaliser, de se droitiser. Qui s'est durci avec notamment le mouvement des Tea Party sur ces 4 dernières années. Mitt Romney se retrouve à faire le grand écart entre ces deux extrêmes, et c'est pas dit que l'équation soit solvable pour lui. On le saura très rapidement maintenant. Est-ce que ces débats, en tout cas, ont permis de faire évoluer son image sur ces points-là? Très clairement, ça a permis de le crédibiliser et de le présidentialiser. Et pour donner un exemple, on verra les images tout à l'heure. Le troisième débat, il est moins bon qu'Obama. Mais au final, même s'il est moins bon qu'Obama, il en ressort quand même vainqueur parce qu'il a réussi à parler de politique étrangère. Voilà, il n'a pas fait de gaffe. Et finalement, les Américains se sont dit, en politique étrangère, Mitt Romney à la Maison Blanche, ce ne serait pas une catastrophe. Est-ce que ça va suffire pour qu'il soit président? Pas sûr. Daniel Vernet. Oui, c'est tout à fait juste. Et peut-être on a vu là plutôt le vrai Mitt Romney, c'est-à-dire l'homme plutôt modéré, le républicain de la côte Est classique, justement, pragmatique, qui n'a pas de valeur commune avec le Tea Party ou avec les conservateurs du Parti républicain. Et en effet, si on parle de politique étrangère, il a montré que finalement, il était sur une ligne qui n'était pas différente de celle d'Obama. On va y revenir quand on abordera le troisième débat, mais je vous propose maintenant de voir un autre extrait du deuxième débat. C'est un échange musclé entre les deux candidats sur la question énergétique, question d'indépendance énergétique qui est très importante aux États-Unis. Governor, we have actually produced more oil. No. How much did you cut licenses and permits on federal land and federal waters? Governor Romney, here's what we did. There were a whole bunch of oil No, companies. I had a question, and the question was, how much did you cut them by? You want me to answer How a much did you question? cut them by? I'm happy to answer the question. All right, and it is? Here's what happened. You had a whole bunch of oil companies who had leases on public lands that they weren't using. So what we said was, you can't just sit on this for 10, 20, 30 years, decide when you want to drill, when you want to produce, when it's most profitable for you. These are public lands. So if you want to drill on public lands, you use it or you lose it. Okay, now and so what we did was take away those leases, and we are now reletting them so that we can actually make a profit. And production on government lands is down. No, it isn't. Production on government land of oil is down 14%. And production on gas is down 9%. It's just not true. Voilà, un échange assez musclé qui était bien représentatif de ce deuxième débat où effectivement ils étaient debout avec leur micro, ils pouvaient se couper un peu plus la parole. Et vous voyez sur la forme, Sofiane a eu raison tout à l'heure de dire que dans le premier débat c'était Mitt Romney qui était plus empathique et Barack Obama plus distant. Là, quand Mitt Romney cherche Barack Obama se tourne vers le public et là il y a un public qui a des indécis et il dit bon lui il est là, mais moi je m'adresse aux Américains. C'est un exercice difficile parce qu'il y a 80 personnes devant vous, il y a une personne qui vous pose la question et il faut se dire mentalement, il faut que je vais convaincre cette personne parce qu'en fait cette personne c'est la personne qui est derrière son écran. Derrière son écran c'est pas 80 millions d'Américains, c'est une personne derrière son écran que je dois convaincre et si je convainc cette personne, je convainc 80 millions d'Américains. Et plus précisément, on les voyait parler d'énergie. À qui s'adresse Romney et Obama lorsqu'ils parlent d'énergie, de charbon, de gaz, etc. Ils s'adressent à des électeurs très importants qui se trouvent dans le Nord-Est, qui se trouvent dans l'Ohio, qui se trouvent en Pennsylvanie, qui se trouvent dans le Michigan, dans les États qui sont clés, qui sont dits swing state balance entre les deux candidats. Et donc parler de l'énergie, c'est absolument un débat fondamental.
les candidats doivent se montrer très agressifs sur ce thème-là, parce que ce sont ces électeurs-là qui travaillent dans ce genre de secteur énergétique Un lobby très puissant. qui vont sans doute avoir la clé de cette élection. Et puis au-delà de ça, c'est la question de l'indépendance énergétique des États-Unis qui est très importante, Oui, parce Daniel que Vernet. ça nous intéresse aussi, ce débat sur l'énergie, parce que les États-Unis sont en train, et le Canada aussi, l'Amérique du Nord en général, est en train de faire une espèce de révolution énergétique avec les gaz de schiste, qui permettront peut-être aux États-Unis et au Canada de devenir indépendants, en tout cas de réduire leur dépendance par rapport au pétrole, et par rapport au pétrole notamment du Moyen-Orient ou du Mexique ou du Venezuela, etc. Et donc d'avoir une forme d'indépendance énergétique, et c'est une question qui nous est posée aussi. On n'y répond pas tout à fait de la même façon, mais peut-être qu'on devrait se poser au moins la question. En France, pour l'instant, on n'y répond pas vraiment. C'est vrai qu'aux États-Unis, ils se posent moins de questions, il y a moins d'hésitation, notamment sur les conséquences environnementales de l'exploitation des gaz de schiste. Cela dit, Barack Obama est très en deçà de ce qu'il avait promis lors de sa première campagne. Il devait être le premier véritablement président vert dans la première année. D'ailleurs, il a essayé, il a fait plus que George Bush en 2 mandats. Mais il s'est totalement, il a renoncé à son grand projet de loi. Évidemment, l'hostilité des Républicains. Il faut se souvenir quand même que depuis 2 ans, depuis les élections mi-term de 2010, la Chambre des représentants est à majorité républicaine. Donc là, les deux sont gênés aux entournures. Obama n'ose pas vraiment dire les raisons qui l'ont fait renoncer à son projet. Et en même temps, Mitt Romney, lui, peut pas aller beaucoup plus loin parce qu'il sait que ce sont les Républicains qui ont bloqué le projet en matière environnementale de Barack Obama. Mais même pire, c'est la première fois depuis les débats de 1988 que le mot changement climatique n'est pas du tout abordé lors de ces débats vous savez que le mot changement climatique, il a été abordé au cours des dernières heures, mais pas par les deux candidats, par Al Gore, par Sandy, mais par Al Gore, qui relance le débat aux États-Unis. Mais même Sandy n'a pas entraîné de changement de discours de la part des deux candidats qui ne parlent pas de changement climatique. Parce que c'est pas un thème vraiment populaire aux États-Unis, le changement climatique, bien que j'ai lu qu'une majorité d'Américains commencent à croire au réchauffement climatique. Il faut dire qu'il y a eu des événements climatiques exceptionnels cette année aux États-Unis. Il y a eu une sécheresse, il y a eu des températures les plus élevées de ces 10 dernières années. Et puis là, effectivement, des ouragans, c'est monstrueux. 2 ouragans en 3 ans, qui sont des ouragans tropicaux. Donc ça devrait faire un peu... Bien sûr, ça devrait mobiliser, non, les citoyens américains. À New York, on est dans un État bleu foncé, ce sont des démocrates. Donc parler de réchauffement climatique aux New-Yorkais... Elle n'a pas touché New York, elle a touché des États, notamment agricoles. Oui, bien sûr. Maintenant, Barack Obama, il a conscience de ce qu'il peut dire et du niveau de maturité de la société américaine en matière environnementale. Parce que, d'abord, il y a une candidate verte à l'élection. On parle des 2 candidats, on ne va pas parler de tous les candidats. Il y a une candidate verte, vous allez voir le nombre de voix qu'elle va faire, et on pourra constater que les Américains sont, sur un certain nombre de sujets, en deçà même de ce que les Européens pensent de ces questions environnementales. Ce qui pourrait peut-être faire basculer l'opinion, c'est le coût financier de ces catastrophes naturelles. Sans doute, mais je pense qu'au fond, ça va pas vraiment évoluer parce que les Américains voient toute réforme en matière environnementale comme job killer, c'est-à-dire que c'est dangereux pour la création d'emplois. Mitt Romney en est l'exemple même, puisqu'il a défendu en tant que gouverneur du Massachusetts des lois environnementales assez fortes qui ont empêché certaines créations d'emplois dans certaines usines qui étaient jugées dangereuses. Aujourd'hui, ce genre d'initiative qui serait complètement logique en Europe, on ne veut pas en entendre parler aux États-Unis. Et c'est pour ça que la stratégie, ça consiste à parler d'indépendance énergétique aux Américains. Ça, quand on leur parle d'indépendance, ils sont sensibles. Si vous parlez d'écologie, les Américains sont beaucoup moins sensibles parce qu'ils se disent attention, nos emplois, qu'est-ce qui va se passer? Puis attention, notre voiture, qu'est-ce qui va se passer? Imaginez que les Américains sans voiture, c'est une partie de la mythologie américaine qui s'effondre. Qui s'effondre. Peut-être encore beaucoup de pédagogie à faire autour de l'économie verte. On va poursuivre la suite un peu des extraits de ces débats, avec maintenant un extrait qui concerne les contradictions de Mitt Romney autour du système de santé. Je vous laisse regarder. There's no question in my mind that if the president were to be reelected, you'll continue to see a middle-class squeeze, with incomes going down and prices going up. I'll get incomes up again. You'll see chronic unemployment. We've had 43 straight months with unemployment above 8%. If I'm president, I will help create 12 million new jobs in this country with rising incomes. If the president's reelected, Obamacare will be fully installed. In my view, that's going to mean a whole different way of life for people who counted on the insurance plan they had in the past. Many will lose it. You're going to see health premiums go up by some $2,500 per family. If I'm elected, we won't have Obamacare.
We'll put in place the kind of principles that I've put in place in my own state and allow each state to craft their own programs to get people insured, and we'll focus on getting the cost of health care down. If the president were to be reelected, you're going to see a $716 billion cut to Medicare. You'll have 4 million people who will lose Medicare Advantage. You'll have hospitals and providers that will no longer accept Medicare patients. I'll restore that $716 billion to Medicare. Voilà, donc Mitt Romney qui veut supprimer, s'il est élu, l'Obamacare, sauf que le système de santé qu'il a mis en place dans son État ressemble quand même étrangement au système que Obama a fait voter, non? Tout à fait. Je pense que l'idée centrale du plan Obamacare, c'est la même que l'idée centrale du plan Romneycare. Le plan de Romney en 2006 dans l'État du Massachusetts, c'est basé sur le mandat individuel. Qu'est-ce que le mandat individuel? C'est de dire aux Américains, vous êtes obligés d'aller vers les compagnies d'assurance pour acheter un premium, acheter une assurance santé. Et donc le fait, pour les Républicains en 2012, le fait d'obliger les Américains à acheter une assurance, c'est liberty killing, c'est-à-dire que c'est anti-liberté. Les Républicains n'acceptent plus cela. Et c'est une contradiction extraordinaire, puisque ce sont les Républicains qui, dans les années 90, ont inventé ce système de mandat individuel. Et ça illustre, selon moi, la parfaite radicalisation du Parti républicain, la droitisation de la droite américaine ces dernières années, Mais Obama, qui souhaite simplement s'opposer à tout prix au président Obama pour lui faire obstruction. Mais Obama n'a pas tellement su jouer de cette contradiction républicaine. Il a tenté dans le premier débat de le mettre face à cette contradiction. Oui, mais il dormait pendant Monsieur le premier débat. Romney, vous étiez gouverneur du Massachusetts et vous avez fait la même chose que ce que j'ai fait au niveau fédéral. C'est Mitt Romney qui s'en est bien sorti. Mitt Romney a dit, ben oui, vous venez de le dire, je l'ai fait au niveau de mon État. Mais pas au niveau fédéral. Moi, je pense que les États, chaque États-Unis d'Amérique, et chacun doit avoir sa politique. Et c'est un thème qui est tout au long de cette campagne, tout au long des 3 débats, c'est la place de l'État fédéral sur tous les sujets. L'un disait plus d'État fédéral, l'autre disait les États. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Sandy, Barack Obama a dit le fédéral, les équipes fédérales. Mitt Romney dit ce sont les États, les villes qui s'occupent de ces catastrophes. Voilà, sur l'aide fédérale d'urgence que Mitt Romney voulait organiser au niveau des États et non plus au niveau national, au niveau fédéral. Sauf qu'on se rend compte qu'avec cet ouragan-là qui touche plusieurs États d'un seul coup, plus intéressant d'avoir un système qui soit le même pour tous les États. Cet ouragan risque d'avoir des conséquences sur l'élection, sur le scrutin de mardi prochain. Mais c'est vraiment un thème fondamental, parce que quand Romney dit qu'il ne veut pas de système au niveau fédéral, qu'il ne veut pas un État fédéral, un gouvernement fédéral trop important, trop puissant, etc. Là, il parle vraiment, j'allais dire, aux Américains en général. C'est un thème que les Américains, dans leur grande majorité, entendent volontiers, mais il parle aussi surtout à la frange de droite du Parti républicain, au Tea Party, qui est un parti anti-État, anti-gouvernement. Et dans l'extrait que l'on vient de voir, là, Romney dit c'est un changement de mode de vie que vous proposez avec votre Obamacare là. Et c'est d'une certaine façon c'est vrai. C'est vrai, c'est un changement dans les principes de fonctionnement de la vie et de la société américaine. Et c'est un thème qui peut avoir un écho auprès des Américains. Obama répond, ce sont 2 visions de l'Amérique. Voilà. Obama ne nous disait pas il y a 4 ans 2 visions de l'Amérique, il nous disait il y a une seule vision de l'Amérique. L'Amérique, c'est l'Amérique. Aujourd'hui, il dit très clairement il y a 2 visions de l'Amérique. La vision Romney, la liberté, mais sans solidarité, et la vision des progressistes, la vision démocrate, qui est la liberté plus la solidarité, et pas de liberté sans solidarité. Et il l'a dit lors de la convention démocrate, on n'a pas passé des extraits de son discours, mais il était intéressant, même s'il était un peu terne et qu'à l'applaudimètre, effectivement, il était très loin derrière Clinton. Mais il y avait un mot important, ou Michel, bien sûr, mais il y avait un mot très important dans son discours, il a dit, il y a greatest choice, il y a le plus grand choix à faire entre les 2 Amériques, l'Amérique progressiste, exactement, l'Amérique progressiste, l'Amérique conservatrice. Mais pourquoi ce débat a émergé ces dernières années sur plus ou moins de fédéralisme aux États-Unis? Comment vous l'expliquez? Parce que la place du gouvernement fédéral n'arrête pas de grandir. D'ailleurs, républicains comme démocrates sont logés à la même ancienne. Quand on arrive à la présidence, on essaye d'augmenter son pouvoir. Il n'est pas du tout question de donner moins de pouvoir à Washington. Républicains comme démocrates,
L'objectif est le même. C'est vrai que les républicains ont tendance à baisser les impôts fédéraux. Par exemple, ça c'est une rengaine qu'on fait tous les 4 ans ou à chaque alternance en tout cas. Les démocrates augmentent les impôts. Mais ce qui est très très important, c'est de voir qu'effectivement Washington prend de plus en plus de pouvoir, que la dette fédérale augmente et que suite à la crise de 2009, vous avez eu l'émergence du Tea Party qui est fondé sur ces idées centrales de lutte contre Washington, de refus d'intervention de Washington dans la vie des Américains. Qui est vu en France sans doute à raison comme un abominable conservateur, il n'a pas supprimé les dispositifs sociaux fédéraux. Et d'ailleurs c'est Barack Obama qui le dit à Mitt Romney à un moment donné. Il y a dans le public quelqu'un qui dit Monsieur Romney, c'est quoi votre différence avec George W. Bush? Mitt Romney répond et Barack Obama dit mais il y a une différence. George W. Bush, il était mieux que Mitt Romney parce qu'il proposait pas la suppression de Medicaid, de Medicare, de tous les dispositifs sociaux fédéraux. Daniel Vernet. Non, mais si on voulait, on pourrait dire que ce débat remonte à la guerre civile. Hein. C'est le débat entre les fédéralistes et les... à l'origine du pays. À l'origine du pays. Et la guerre que vraiment, le ouais. big government, c'est pour une partie de l'opinion américaine, c'est l'ennemi. Allez, on continue dans nos extraits de débat. Un extrait qui va sans doute vous intéresser, Daniel Vernet, puisqu'il parle de la Chine et des délocalisations d'emplois des États-Unis vers la Chine. Je vous propose de regarder. And the place where we've seen manufacturing go has been China. China is now the largest manufacturer in the world. It used to be the United States of America. A lot of good people have lost jobs. 500,000 manufacturing jobs have been lost in the last 4 years. That's total over the last 4 years. One of the reasons for that is that people think it's more attractive in some cases to go offshore than to stay here. When he talks about getting tough on China, keep in mind that Governor Romney invested in companies that were pioneers of outsourcing to China and is currently investing in countries, in companies that are building surveillance equipment for China to spy on its own folks. Governor, you're the last person who's going to get tough on China. Voilà, Daniel Vernet, vous qui publiez chez Grasset La Chine contre l'Amérique. La Chine, alors, c'est le nouveau bouc émissaire, on peut dire, du déclin économique américain? Dans une certaine mesure, oui, mais ce qu'on remarque au cours des 20 dernières années, disons, c'est qu'à chaque élection présidentielle américaine, la Chine est un peu le bouc émissaire des difficultés des États-Unis. Ça dure le temps. Et avant, dans les années 70-80, c'était le Japon, effectivement. Et donc, ça dure le temps des campagnes électorales. Après, le ton change, quel que soit le candidat qui a été élu. Ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, il y a ce débat aux États-Unis, pas seulement aux États-Unis d'ailleurs, sur les délocalisations et sur le fait qu'une grande partie des industries manufacturières se sont délocalisées vers la Chine. Et le discours, c'est un peu aussi paradoxal, le discours que tient Romney, c'est le discours de beaucoup de démocrates, notamment dans les syndicats américains. Ce que font remarquer un certain nombre d'économistes, ceux qui sont partisans plutôt de la globalisation, de la mondialisation, du libre-échange, etc., c'est que d'une part, ce ne sont pas seulement des sociétés chinoises qui produisent en Chine, mais beaucoup de sociétés américaines, premièrement. Deuxièmement, que ces sociétés américaines ou sociétés étrangères ou sociétés chinoises en Chine, produisent souvent sous licence américaine, et que la plus grosse partie de la plus-value de ce qui est produit en Chine revient aux États-Unis. C'est pour ça que le déficit américain, le déficit commercial vis-à-vis de la Chine, qui est énorme, parce que c'est 250 milliards de dollars, 10 fois plus qu'il y a 10 ans, quand la Chine est entrée à l'Organisation mondiale du commerce, ce déficit commercial est d'une certaine manière est trompeur. Et puis troisièmement, c'est vrai que la Chine a fait une concurrence qui parfois est une concurrence déloyale aux États-Unis et d'ailleurs aussi à l'Europe. Mais quand Romney dit le premier jour de mon installation à la Maison-Blanche, je dirais que les Chinois sont des tricheurs parce qu'ils manipulent leur monnaie, il le fera pas parce qu'il prendrait un risque énorme de déclencher une espèce de guerre commerciale. Énormément d'argent chinois investi aux États-Unis. Et c'est la Chine qui paye une grosse partie de la dette américaine.
américaine. Et Daniel a tout à fait raison, c'est-à-dire que là on est dans un exercice de style électoral. Concurrence entre la Chine et les États-Unis en période d'élection, complémentarité entre deux modèles, l'un de surconsommation, l'autre de surinvestissement, le reste du temps, à tel point que certains parlent de Chine-Amérique. Barack Obama lui-même dit ce qui va expliquer le début du XXIe siècle, c'est pour le meilleur ou pour le pire, les relations entre les États-Unis et la Chine. Avec cette fascination réciproque que vous racontez très bien dans parfois votre même livre, certains Daniel parlent de Vernet. G2 qui remplacerait le G8. Mais ces images ont été très bien choisies parce que c'est le débat sur la politique étrangère. Et ce débat sur la politique étrangère, il a consisté à ce qu'on appelle bring home foreign policy aux États-Unis, c'est-à-dire ramener à la maison la politique étrangère. On sait que les Américains vont pas voter sur les options de l'un ou de l'autre en politique étrangère, en Afrique, en Asie, même avec la Chine. Mais il va falloir montrer, impliquer les Américains, les intéresser à ce débat qui dure 90 minutes. Donc ils ont peu parlé finalement de politique étrangère et beaucoup de voilà ce qui peut vous intéresser, voilà en quoi la politique étrangère peut influer sur vos emplois, sur la croissance, Oui. etc. Puis on aime toujours bien se faire peur dans ces débats Oui. présidentiels, politiques, il y a toujours un ennemi identifié, non, Sofiane? Je pense que c'est assez intéressant de voir la Chine revenir comme un thème comme ça redondant à chaque élection, mais ça illustre encore une fois électoralement. Parler de la Chine, c'est populaire parce que ce sont les États du Midwest qui perdent des États, enfin qui perdent des emplois, délocalisés vers la Chine. Donc quand Romney et Obama se frippent sur la Chine, ils s'adressent directement aux électeurs cruciaux de l'Ohio, de la Pennsylvanie, du Michigan, qui détiennent les clés de l'élection. C'est exactement la même chose que tout à l'heure lors du débat sur l'énergie. Allez, dernier extrait de ce débat, toujours issu du troisième débat autour des questions internationales. Je vous propose de regarder, là c'est Romney qui attaque Obama sur la grande tournée qu'il avait fait dans le monde arabe la première année de son mandat. We're 4 years closer to a nuclear Iran. And we should not have wasted these 4 years to the extent they've continued to be able to spin these centrifuges and get that much closer. That's number one. Number two, Mr. President, the reason I call it an apology tour is because you went to the Middle East and you flew to Egypt and to Saudi Arabia and to Turkey and Iraq. And by the way, you skipped Israel, our closest friend in the region. But you went to the other nations. And by the way, they noticed that you skipped Israel. And then in those nations, and on Arabic TV, you said that America had been dismissive and derisive. You said that on occasion, America had dictated to other nations. Mr. President, America has not dictated to other nations. We have freed other nations from dictators. Let me respond. If we're going to talk about trips that we've taken, when I was a candidate for office, first trip I took was to visit our troops. And when I went to Israel as a candidate, I didn't take donors. I didn't attend fundraisers. I went to Yad Vashem, the Holocaust Museum there, to remind myself the nature of evil and why our bond with Israel will be unbreakable. And then I went down to the border towns of Sderot, which had experienced missiles raining down from Hamas. And I saw families there who showed me where missiles had come down near their children's bedrooms. And I was reminded of what that would mean if those were my kids, which is why, as president, we funded an Iron Dome program to stop those missiles. So that's how I've used my travels, when I travel to Israel and when I travel to the region. Obama a prix Nobel de la paix, on peut le rappeler, c'est la première année de son mandat. Évidemment, attaque préparée contre Mitt Romney sur son voyage en au Israël mémorial de la Shoah et pas pour les donateurs. On se rappelle que Mitt Romney était allé en Israël quelques mois avant pour trouver de l'argent. Mais cet extrait à la fois illustre bien le dernier débat, ce qui n'était pas un débat de politique étrangère, qui était un débat de politique étrangère au Moyen-Orient. Parce qu'il n'a pas été question, sauf la phrase qu'on a vue sur la Chine, il a été très peu question de l'Asie. Pas été question du tout de l'Europe, ou une fois de l'Europe et une fois de l'Afrique, parce que Mitt Romney a parlé Normalie. Mais et puis ce qui est intéressant, c'est que là ils se sont attaqués, mais la plupart du temps Romney était dans une sorte d'exercice pour se détacher, non pas de Barack Obama, mais de George W. Bush. Il a prononcé par exemple dans ce débat plus de fois le mot paix,
peaceful world, le monde de paix, que le mot guerre. À tel point qu'on peut se poser la question d'un Mitt Romney à la Maison Blanche. Il y a un problème de cohérence du programme vraie colombe de paix. politique. Ben oui, parce qu'il demande plus de moyens pour la défense. Mais en s'interdisant les interventions et en disant presque ce dit Obama, c'est-à-dire qu'avant toute intervention, de toute façon, il faut parler à nos partenaires. Il y a quand même des questions importantes qui se posent. Israël, dont le nom a été prononcé, je crois, plus d'une trentaine de fois lors de ce débat, Israël qui reçoit le soutien quand même des deux candidats, sans qu'on sache finalement aujourd'hui si ce soutien ira jusqu'à la solidarité sans faille, si Israël décide d'attaquer l'Iran après l'élection américaine. Là, je pense que vous posez deux questions différentes. C'est-à-dire que Israël, effectivement, a été mentionné de nombreuses fois au cours de ce débat, mais là encore, on est dans la politique intérieure. On s'adresse à la communauté juive américaine, qui est importante et qui traditionnellement vote plutôt démocrate, mais enfin... Et en plus, un lobby influent. Voilà, donc ça c'est d'abord l'interlocuteur et le destinataire de ce message. La deuxième question, c'est effectivement que feront les États-Unis, que feraient les États-Unis si Israël, par exemple, frappait les sites nucléaires en Iran. Je crois que il y a aucun doute sur le fait que, d'une manière ou d'une autre, et quel que soit le président, le président des États-Unis ne pourrait pas se désolidariser d'Israël. La question est plutôt de savoir, est-ce que le président des États-Unis, le prochain, sera dans une position telle qu'il pourra influencer la politique israélienne? Et là, c'est un grand point d'interrogation. C'est pas sûr du tout. Il y a des précédents. Les Israéliens ont frappé l'Irak. C'était l'installation aux Irak. Je crois que c'était en 1981, si je me trompe pas. En 2007, ils ont frappé des installations en Syrie contre l'avis de George W. Bush. Mais les États-Unis, pour autant, ne peuvent pas se désolidariser d'Israël. Allez, pour faire un dernier tour de table, puisque nous sommes à quelques jours de ce scrutin important, on n'a pas parlé de religion pendant cette émission. Ça a été peu abordé également par les débats et on sait que c'est une question cruciale aux États-Unis. Mitt Romney, qui est mormon, on a beaucoup dit que ça pouvait lui porter préjudice. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment le cas? À la marge, c'est possible. Mais je pense que si Romney a choisi une tactique de discrétion extrême par rapport à sa foi, c'était très utile lors des primaires, ça l'est beaucoup moins lors de l'élection générale. Pourquoi? Parce que l'électorat du Parti républicain, les militants du Parti républicain sont ceux de la droite chrétienne, majoritairement composés de protestants et de catholiques. Là, on s'adresse à un public beaucoup plus large, on vise les électeurs centristes, indépendants, qui sont plus modérés que la base du Parti républicain. Et je crois que Romney a fait l'erreur de cacher une partie de sa biographie aux Américains, parce qu'au fond, la religion mormone aux États-Unis, elle a de très bonnes choses à présenter. Romney a fait de très bonnes choses en tant qu'évêque. Elle n'est pas très appréciée non plus. De sa foi, elle n'est pas appréciée par tous, c'est vrai, mais c'est parce qu'elle est mal connue. Et si Romney avait fait l'effort de se présenter aux Américains, il aurait pu en tirer des dividendes, tout comme Obama, il y a 4 ans, lui a reproché d'être noir et c'était pas quelque chose de perçu. Est-ce qu'un noir peut être président des États-Unis d'Amérique? Il a choisi d'assumer ce côté-là de la biographie. Et c'est peut-être à la marge cette question de personnalité qui pourra peut-être départager les deux candidats. Oui, sur cette question, et notamment raciale aussi, qui est importante aussi chez les électeurs américains. Oui, mais vous avez remarqué que deux évolutions de la société américaine. C'est qu'il y a 4 ans, être noir n'a pas empêché Barack Obama d'être président, et cette année, être noir n'est même pas un élément de la campagne. C'est le bilan qui compte. Mais il y a encore la moitié des électeurs républicains qui pensent qu'Obama n'est peut-être pas aussi tout à fait américain. Oui, alors donc il reste quand même des gros préjugés. C'est vrai que oui, mais c'est pas sur la question noire, c'est sur la question de son origine, de savoir est-ce qu'il est né à Hawaï, est-ce que c'est État à partir de quand, etc. Bon, il y a effectivement cette question de l'américanité, mais qui concerne vraiment la part vraiment extrême droite du Parti républicain. C'est pas tous les Américains, et s'il n'aurait pas été élu, Barack Obama. Ce que dit Sofiane est très vrai, c'est que pour être président des États-Unis, il faut présenter aux Américains ce qu'on appelle le storytelling, son histoire, parce qu'on incarne la nation. Et donc, Mitt Romney, peut-être indirectement, la religion joue pas directement dans cette élection, contrairement à ce qu'on croit un petit peu en France. On dit les Américains, c'est un autre débat, faudrait faire une émission. Ils connaissent pas la laïcité, ils sont complètement... Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que Mitt Romney, lui, a pensé que les Américains n'étaient pas capables d'entendre ce qu'il avait à dire. Le mormonisme est une part très importante de sa vie. Il en a fait parler un peu à Anne Romney, qui, elle, a été chargée de fendre l'armure pour son mari, mais lui devait un peu plus présenter sa biographie. Enfin, j'en parle comme s'il avait perdu, c'est pas encore fait. Daniel Vernet, en conclusion. Deux ou trois remarques. D'abord, c'est vrai que la religion ne joue pas le rôle que l'on croit
ici en France pour les États-Unis, mais le terme de secte n'a pas le même sens qu'ici en Europe. Donc il y a cette espèce de liberté religieuse beaucoup plus tolérante qu'ici. Et puis je rappelais que dans les années 60, on se demandait si un catholique pouvait être président des États-Unis quand Kennedy a été candidat et a été élu. Donc c'est une question qui revient, c'est une question récurrente, mais je ne pense pas que ce soit fondamental sur le résultat. Très bien, merci à tous les trois d'être venus sur notre plateau aujourd'hui. Rendez-vous donc dans la nuit du 6 au 7 novembre pour connaître le résultat de cette élection américaine. On saura peut-être même pas le 7 au matin si c'est très serré, François Durper. Non, il peut évidemment, il peut y avoir des recomptages. Et on l'évoquait tout à l'heure, Daniel l'évoquait, en 2000, eh bien, il a fallu attendre plusieurs heures. Là, à l'heure où l'on parle, il y a Sandy, donc il y a un vote anticipé, mais on peut même penser de vote retardé. Vous avez vu les images dans le New Jersey, comment on va voter mardi dans le New Jersey, question. Très bien, bah, écoutez, merci beaucoup à tous d'être venus sur le plateau. Très bonne journée à tous sur Public Sénat.